Bonjour et bienvenue pour ce cinquième entretien de l'association Sacopar, que l'association Sacopar propose sur le thème des territoires et milieux de vie en santé. Aujourd'hui, nous nous intéresserons plus particulièrement à la question des élus au cœur des politiques communales favorables à la santé. Et pour cela, nous rencontrons M. El Ghazi. Bonjour. Il est jusqu'il y a peu adjoint au maire de la ville de Nanterre, médecin, chirurgien orthopédiste à l'hôpital de Nanterre. C'est un hôpital public avec un fort accent social, un fort rôle social. Il est président d'honneur de l'association Élus, Santé publique et Territoire. Des territoires et milieux de vie en santé ne peuvent uniquement s'exprimer sous l'angle des professionnels de la santé, ni même d'une seule catégorie professionnelle, nous rappelait Jacques Morel dans une séance précédente. Cela nécessite en effet une lecture transversale, une analyse pluridisciplinaire, mais aussi des convergences et des collaborations concrètes avec d'autres secteurs qui partagent des finalités d'amélioration du cadre de vie. Cela implique les citoyens, des experts et des élus locaux. C'est pourquoi l'expérience de M. El Ghazi nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Alors, les élus au cœur des politiques communales de santé. Pour bien comprendre ce qui est aujourd'hui, c'est souvent bien de relire un petit peu l'histoire. En Belgique, en communauté française, il existait à partir de 1997 un décret promotion de la santé. Il y a eu des programmes communes et santé soutenus avec un réseau d'élus. Un programme Bruxelles Ville-Région en santé qui a été développé pendant quelques années. Depuis 2018 aussi, il y a un objectif santé dans toutes les politiques. Et enfin, depuis 2020, des contrats locaux social santé sont repris dans des programmes de législature à Bruxelles pour être développés dans des quartiers dont la population présente une grande vulnérabilité. Alors, tous ces programmes évoquent l'articulation entre les élus, la santé publique, les territoires. On est bien avant le Covid. Nous y reviendrons notamment pour envisager l'impact incontournable que ces questions posent au niveau des communes. Mais donc, qu'est-ce à dire que les villes, les communes peuvent être considérées ou se perçoivent comme des territoires en mesure de s'accaparer des questions de santé ? Avant de passer la parole à notre invité, M. El Ghazi, pour en savoir plus, je vous rappelle que, comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions via le chat. Les questions seront alors regroupées et posées en deuxième partie de cet entretien. Alors, d'abord des questions de contexte. Bonjour, M. El Ghazi. Bonjour. Je ne vois pas, mais je serais très content de vous apercevoir sur mon petit écran. Moi aussi. Moi aussi. Alors, d'abord, premier type de question, c'est autour du contexte. C'est autour des facteurs qui ont éveillé une prise de conscience, éventuellement, de territoires, que les territoires peuvent s'occuper de santé. Alors, on va venir on reviendra à la pandémie et à tout ce que ça a stimulé, réactivé, mais bien au-delà, les élus locaux. Donc, moi, j'ai été élu pendant 31 ans de la ville de Nanterre, qui est une ville de 90 000 habitants, qui a deux caractéristiques principales. La première, c'est que c'est une préfecture sur laquelle il y a une partie du territoire de la Défense. Donc, c'est une ville qui a des sièges sociaux, donc des ressources. Et la deuxième, c'est que c'est une ville ouvrière, qui fait partie de l'ancienne ceinture rouge de Paris, voilà, communiste depuis 1935, enfin, ou à direction communiste depuis 1935. Donc, moi, j'ai été élu socialiste dans une ville qui, dès le départ, a une ambition sociale, une ambition d'égalité, une ambition de permettre à chacun de vivre le mieux possible et qui, d'un autre côté, je le répète, avec la défense, a un peu d'argent pour le faire. Donc, c'est une configuration évidemment un peu particulière, mais chaque ville est particulière. Et dans ce contexte-là, d'une population qui est fragile, qui a des difficultés avec tout ce qui tourne autour de la désindustrialisation, donc des pertes d'emploi ou de l'éloignement de l'emploi, évidemment, tout ce qui tourne autour du bien-être, du bien-vivre, du cadre de vie concerne les élus. Les élus ont une énorme capacité à agir sur la manière, bonne ou mauvaise,
dont les gens vivent, et donc les villes sont de fait productrices de santé. On le sait ou on ne le sait pas, on le fait consciemment ou on ne le fait pas consciemment, mais quand vous faites des équipements sportifs, vous produisez de la santé. Quand vous faites des usines qui polluent, vous produisez de la mauvaise santé. Voilà, pour caricaturer, pareil pour le bruit. Et donc, tout ce que font les élus, toutes les décisions que nous prenons en tant qu'élus, dans tous les domaines, et on pourra y revenir, toutes les décisions auront un impact sur la santé des habitants, des salariés également. Impact bon ou mauvais, mais en tout cas, c'est bien de le savoir. Et à partir de là, moi, donc j'ai été élu en 89, autour des années, à la fin des années 2000, le gouvernement met en place un dispositif qui est le dispositif politique de la ville, entre guillemets, avec des contrats de ville qui sont devenus des contrats urbains de cohésion sociale, et y intègre parmi les priorités la question de la santé. L'idée est, dans les quartiers dits quartiers politiques de la ville, ou quartiers fragiles, ou quartiers difficiles, d'essayer d'apporter plus à des habitants qui ont plus de besoins et ont habituellement moins de ressources personnelles, mais également moins de ressources administratives, sociales, en termes d'équipement, etc. Donc la politique de la ville, ça consiste à faire plus pour les habitants des quartiers dits défavorisés. Et là-dedans, il y a la santé. Et la politique de la ville, c'est intéressant de le souligner, ça n'est pas le ministère de la Santé, mais c'est le ministère de la Ville, chez nous, celui qui est chargé de l'égalité entre tous les habitants, met en place un dispositif qui s'appelle l'atelier santé-ville, qui finalement ressemble probablement un petit peu aux contrats locaux social et santé que vous venez d'évoquer, où l'idée, c'est à partir d'un diagnostic local, participatif, donc on retrouve Sacopar, avec les habitants, quels sont leurs besoins, avec les professionnels et sous l'autorité des élus, on décide d'un certain nombre de priorités de santé. Alors, ça peut être l'ouverture d'une structure, ça peut être la rénovation d'un quartier, ça peut être la mise en place d'équipements. Enfin, on décide, on évalue les besoins et on essaye de voir comment la ville et l'État, dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale, peuvent apporter des solutions pour réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Et à partir de cette politique de la ville, encore une fois, qui est une politique de lutte contre les inégalités sociales et territoriales, évidemment, la santé est impliquée et on s'aperçoit que tout concourt à améliorer ou pas la santé. Les 5 priorités de la politique de la ville, c'est le logement, ça va de soi, et on voit, enfin, c'est pas la peine de faire un dessin, que le logement a évidemment un impact sur la santé, c'est la tranquillité publique, la sécurité, c'est l'école, ça va de soi, c'est l'emploi et c'est la santé. Donc voilà les 5 priorités. On voit bien qu'elles sont toutes liées et que qu'elles interagissent mutuellement entre elles. Et donc à partir de là, beaucoup d'élus se sont engagés dans ce que j'appelle aujourd'hui, moi, des politiques locales de santé qui vont au-delà de la somme d'actions, qui vont au-delà de ce qui est fait dans le cadre de la politique de la ville et qui sont véritablement des politiques de santé publique. C'est ça. On se retrouve bien dans les priorités, en tout cas, que vous énoncez. Hein. Ça ressemble beaucoup à Bruxelles, finalement. Quel type de stratégies sont généralement promues, des activités soutenues? Alors, à partir de cette prise de conscience croissante, bon, Nanterre est encore une fois une ville de gauche, quoi, était engagée dans des politiques de santé depuis des dizaines d'années avec la mise en place de centres municipaux de santé pour permettre l'accès aux soins. L'accès aux soins étant une partie de la santé, mais n'étant pas la santé. Et à partir de cet engagement pour la santé des habitants, à partir de tout ce qu'on fait pour le bien-être, entre guillemets, des habitants, évidemment, on a essayé de développer quelque chose de plus cohérent en termes de santé, c'est-à-dire de promotion de la santé dans les écoles, par les activités sportives, par un centre municipal de médecine sportive. Donc, voilà, mais également dans l'ensemble, essayer d'instiller une préoccupation santé dans un certain nombre de décisions politiques. Et aujourd'hui, donc, on a eu en 2000 le dispositif Atelier Santé-Ville qui avait pour objectif la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé sur des quartiers délimités considérés comme prioritaires. Et puis, on a eu en 2000, dans la loi de 2010 à peu près, les contrats locaux de santé. Et autant
Le contrat de ville avec l'atelier santé-ville sont des vrais contrats avec des financements, un engagement de l'État et éventuellement des autres collectivités, je pense au département, voire à la région. Autant le contrat local de santé est un contrat très souple, finalement assez peu contraignant ou trop peu contraignant de mon point de vue, qui est signé entre le maire et le directeur de l'agence régionale de santé, puisqu'en France, on a le ministère qui a délégué ses fonctions à des agences régionales de santé qui sont chargées de la santé, du médico-social, des hôpitaux, etc., enfin de l'ensemble du champ de la santé de manière, encore une fois, très large. Et donc, l'idée, c'est bien, à partir des préoccupations des habitants, qui ne vont pas être la même à Nanterre, à Saint-Cloud, pour prendre une ville très bourgeoise, ou à Neuilly. Voilà, j'imagine que ça parle à tout le monde, même à Bruxelles. Mais dans des villes où les préoccupations ne sont pas les mêmes, où les besoins ne sont pas les mêmes, où les moyens ne sont pas les mêmes, on peut arriver à mettre en place quelque chose qui s'intéresse précisément à ce qui est en amont du soin, donc éviter le soin, on peut aussi mettre le soin, mais c'est la promotion de la santé, c'est la prévention, c'est l'action avec les associations, c'est la mobilisation des habitants et la réponse à leurs questions. Voilà. Dans l'intérêt du dispositif Atelier Santé-Ville, qui vraiment a été un déclencheur pour beaucoup de villes, encore une fois, pas pour Nanterre qui était engagée depuis très longtemps, mais ça a renforcé la légitimité du maire à agir en santé. Hein. En France comme en Belgique, le maire n'a pas de légitimité à agir en santé, sauf ce qu'on appelle, nous, une clause de compétence générale, ce qui fait qu'il peut agir sur tout. Mais ce n'est pas une compétence, du coup, il n'y a pas de financement fléché pour ça. Mais à partir de la politique de la ville et de l'atelier santé-ville, le maire a eu une légitimité pour agir dans un cadre de politique nationale, un peu de moyens et une méthodologie, diagnostic participatif, comité de pilotage très large, priorité, évaluation avec les habitants. Donc, on a eu un dispositif complet qui, après ça, a été répliqué pour l'ensemble de la politique de santé sur l'ensemble du territoire de la ville. D'accord. Dites, alors, c'est dans ce contexte qu'en 2005, le réseau des élus santé publique et territoire a été créé. C'est à partir de quels besoins, quels objectifs, qui en sont les membres? Est-ce que c'est des urbains, c'est des ruraux plutôt? Est-ce que ce sont des médecins? C'est une bonne question. En 2005, le ministère de la Ville, là encore, ce n'est pas le ministère de la Santé, le ministère de la Ville fait un colloque qui s'appelle Bilan et perspectives des ateliers santé-ville. Voilà, on était à ça en face du dispositif. Et là, le ministère de la Ville, la délégation interministérielle à la Ville, réunit un colloque au Sénat, je crois, où il y avait 30 ou 35 villes représentées. Et les élus qui étions là, nous qui étions là, on se dit, à partir de finalement tout ce qu'on a fait basé sur les ateliers santé-ville, donc ce nouveau dispositif, ces nouveaux moyens, ces nouvelles actions, essayons de capitaliser et de peser aussi sur le gouvernement pour que ça se développe. Et donc, on a créé à une douzaine d'élus, donc il y avait le site comme ça, Nantes, Grenoble, Champigny, ville de banlieue, Marseille, un certain nombre de villes de petite et moyenne taille, enfin, et grande taille, qui se disent on fait une association ensemble, et le ministère de la ville a d'emblée soutenu et a déclaré ok, la santé, c'est le 5e pilier de la politique de la ville, et vous, association élus santé publique et territoire, vous êtes la tête de pont, le relais entre le ministère, les ARS et les villes pour développer ces politiques locales de santé. Donc, les objectifs de ESPT, c'est très clair, hein, c'est développer des politiques locales de santé, donc pas simplement des actions, mais quelque chose qui fasse politique. Donc, on va déborder sur d'autres thématiques. Dans un cadre contractualisé avec l'État ou avec les ARS, puisque l'État reste garant de cette politique nationale. Ce n'est pas chaque ville qui va décider s'il vaccine ou s'il ne vaccine pas, c'est bien l'État. Et pour réduire les inégalités sociales et territoriales de santé, puisque notre origine, notre filiation principale, c'est quand même la politique de la ville et donc la question des inégalités. Donc, ESPT, maintenant, ça doit être 60 ou 70 villes. De toute taille, la plus petite doit avoir quelques centaines d'habitants et la plus grosse, c'est Paris. Donc, ah oui.
C'est quand même conséquent. Et l'idée, c'est d'échanger entre élus. Qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, quelles sont les difficultés, qu'est-ce que ça produit. J'ai vu que quelqu'un se posait la question de savoir si ça avait un impact, comment on met en évidence, comment on évalue, comment on met en évidence l'intérêt de ce qu'on fait. Donc, on a beaucoup travaillé, par exemple, avec les géographes de la santé pour voir où étaient précisément les inégalités, quels pouvaient être les facteurs qui empêchaient, par exemple, le recours au dépistage du cancer du sang, pour prendre un exemple très, très concret, très précis, et comment on pouvait contribuer à réduire ces inégalités. Donc, on fait des journées nationales d'études, on en a dû faire 22, je crois, pratiquement 2 par an, plus d'autres séminaires ouverts aux élus, à leurs collaborateurs, aux membres des administrations centrales et décentralisées. Et puis, on édite les actes, et donc les actes, vous les trouvez sur le site Élus Santé publique et territoire, normalement sans problème. Donc, il y en a eu beaucoup sur la santé mentale, parce que c'est une vraie préoccupation des élus et des habitants, mais aussi sur la santé des jeunes, sur vieillir, le rôle des villes, sur santé-environnement, qui est un gros sujet, qui est un très bon sujet, qui rassemble, qui permet de faire de la santé sans faire de la santé, sans être élu à la santé. L'élu à l'environnement fait évidemment de la santé, ou bonne ou mauvaise, mais en tout cas, il est largement contributeur. Donc, ce thème santé environnement est à la fois très porteur aujourd'hui et très, très, très efficace. Donc, des journées nationales d'études. Et puis, ça, c'est les élus et leurs collaborateurs entre eux, comment on travaille entre nous, comment on montre ce qu'on fait et comment les autres s'en saisissent. Et puis, le deuxième axe, c'est vers le haut, si je puis dire, vers les administrations centrales, les ARS, pour faire valoir, pour faire un plaidoyer en faveur de l'action des villes dans le champ de la santé, parce que nous sommes convaincus que si l'État doit décider de la stratégie nationale, encore une fois, je prends la question des vaccinations parce que c'est plus d'actualité, et que ça que le niveau régional doit être en capacité à la fois de l'allocation de moyens en fonction des besoins, de la coordination, de la cohérence des politiques, mais la mise en œuvre de la politique, la mise en œuvre de l'ensemble des politiques qui contribuent à la santé, c'est bien au niveau du territoire, en proximité avec les habitants et avec les professionnels de la ville que ça peut se faire. Ce n'est pas l'ARS sur un territoire. L'Île-de-France, c'est 12 millions d'habitants. L'ARS ne peut pas savoir comment ça se passe dans un quartier de Nanterre ou d'ailleurs. Donc, il faut bien que les responsables locaux, légitimes, élus, se saisissent de cette question. Et si moi j'en suis convaincu, c'est un discours qui porte ça vers les autres institutions là. Alors, comme toujours, lorsque on donne le sentiment de vouloir ou de pouvoir ou empiéter sur les prérogatives des autres, évidemment, ça coince. Et on voit bien que si on veut faire une politique de santé, il va falloir dire à notre collègue, qu'il soit ministre au niveau de l'État ou qu'il soit maire adjoint chargé de l'aménagement, il va falloir lui dire, bah, écoute, peut-être qu'avant de faire tel type d'équipement, on pourrait se poser la question de l'évaluation d'impact en santé. Qu'est-ce que ça va produire sur la santé des habitants? Est-ce que ça va l'améliorer? Est-ce qu'on va avoir plus de facilité d'accès, plus d'espace vert, moins de bruit? Ou est-ce qu'au contraire, ça va l'aggraver en, par exemple, fragmentant un quartier, l'isolant et rendant l'accès aux services de soins ou aux services sociaux plus difficile? Donc, cette question de l'évaluation d'impact en santé, alors elle peut être formalisée, institutionnalisée, mais elle peut simplement être dans la réflexion. Comment ce qu'on va faire va avoir un impact bon ou mauvais sur la santé des habitants. Et du coup, c'est évidemment difficile. Cette transversalité, elle n'est pas spontanée. Hein. Chacun a son précaré, chacun a ses prérogatives, chacun pense qu'il fait bien. Et avoir quelqu'un qui vient lui dire peut-être qu'on pourrait faire autrement, c'est évidemment dérangant. Donc, il faut avoir une force de conviction. Et cette force de conviction, il faut l'appuyer sur précisément des exemples, ce qui a été fait dans une autre ville, dans un autre contexte, comment ils ont fait et qu'est-ce que ça a produit. Alors, on peut prendre plein d'exemples concrets, mais voilà, une politique de santé bucco-dentaire, lorsqu'on peut montrer année après année, d'une part, qu'on réduit le besoin en soins bucco-dentaires des enfants
dans les écoles, on prend la classe d'âge qu'il faut, etc., mais que ça réduit le besoin en soins bucco-dentaires et les dents abîmées dans les écoles. Donc, on a des indicateurs très précis. Il suffit de compter les dents cariées, absentes ou obturées, c'est basique. Mais qu'en plus, en adaptant ce qu'on fait dans telle ou telle école en fonction des besoins socio-économiques, culturels des habitants, on va pouvoir réduire les inégalités. Ça, on peut le montrer. On a des courbes, école par école, quartier par quartier. Donc, c'est extrêmement fin, extrêmement précis, et on montre que telle politique a des effets positifs à la fois en termes d'amélioration de la santé, mais de réduction des inégalités. On peut le faire, voilà, 25 exemples comme ça, très concrets, très pratiques, qui montrent que, ben voilà, du coup, l'adjoint à la petite enfance, l'adjoint à l'enseignement primaire et secondaire, il est convaincu qu'il faut qu'on travaille ensemble et que ce qu'il fait dans son école, par exemple la question de l'alimentation dans les écoles, a un impact sur la santé et que donc, avant de décider s'il met en place une collation le matin ou pas, on se pose la question, est-ce que c'est bon ou pas pour la santé? Comment on fait? Et on se pose aussi la question de est-ce qu'il faut faire plus dans tel ou tel quartier pour telle ou telle raison, moins dans un autre parce que les gens finalement en ont moins de besoin. Donc toutes ces questions-là, ça fait une politique locale. C'est ça. Dans le réseau élu santé publique territoire, c'est particulièrement des médecins qui sont en même temps des élus ou bien non? Non. Alors bon, moi il se trouve que j'étais chirurgien, mais bon, il se trouve qu'effectivement, dans le nouveau bureau, je vais prendre le nouveau bureau, le président est directeur d'hôpital psychiatrique, le vice-président, effectivement, était radiologue, il y a une autre qui est médecin de santé publique, mais les autres, il y a trois autres membres du bureau qui ne sont pas du tout médecins. Donc voilà, il y a des médecins, mais il n'y a pas que des médecins, et c'est indispensable de ne pas avoir que des médecins. On ne parle pas de soins, et les médecins, ils savent faire du soin, ils ne savent pas faire de la santé, je le dis pour moi comme pour mes collègues. Donc, il faut qu'il y ait des médecins parce que la question de la santé, c'est aussi une question d'absence de maladie. C'est une question d'absence de maladie, mais il ne faut surtout pas qu'il y ait que des médecins. Il faut des enseignants, il faut des citoyens, il faut voilà, des gens qui vivent dans les quartiers et qui savent, qui connaissent aussi les besoins des habitants. Il n'y a pas besoin d'être médecin pour le savoir. Il y a plein d'autres professions qui sont en contact aussi bien le boulanger que l'institut. Merci pour ces précisions. Le Covid, je ne sais pas si vous dites le ou là, il y a un grand débat. Aujourd'hui, on ne peut en tout cas pas faire l'impasse sur cette question. Normalement, on devrait dire là, bon, on dit le, peu importe. Voilà. On sait de quoi on parle. Ça a été un accélérateur incontestable de la compréhension par les élus qu'ils faisaient de la santé et qu'ils devaient s'impliquer. Compréhension par les élus, mais aussi compréhension, alors pour nous, il y a le gouvernement et puis il y a les agences régionales de santé, compréhension pour l'ARS. Alors bon, quand on est élu, on ne peut pas ne pas faire de politique, mais incontestablement, notre président de la République, qui n'a jamais été élu, sauf président, mais jamais été élu local, ignorait beaucoup de choses sur ce que savaient faire et pouvaient faire les élus. Et heureusement, ces deux premiers ministres successifs étaient des élus locaux. Mais le lien, l'intérêt du pouvoir central pour les élus locaux était, on va dire, assez distant. Et lorsque la pandémie est arrivée, qu'il a fallu distribuer des produits des produits de prévention, des masques, aller voir les gens les plus isolés pour qu'ils ne restent pas isolés, leur porter à manger, les gens qui sont confinés et qui sont vieux dans leur tour, si on ne leur porte pas à manger, mais ils ne mangent pas, leur porter leurs médicaments, savoir comment ils allaient. Et ça, on avait une petite expérience grâce à le pic de chaleur, la canicule, où on s'est aperçu que les vieux mouraient chez eux parce qu'ils étaient seuls et que personne n'allait les voir. Donc depuis, dans la majorité des villes, en France en tout cas, il y a une attention particulière pour les personnes vieilles isolées. Et celles-là, pareil pour la pandémie, si on ne va pas les voir, si on ne sait pas comment elles vivent, ça ne peut pas marcher. Par ailleurs, tous les services privés se sont arrêtés ou presque, et les seuls
seul accès à un service, finalement, c'était les collectivités locales. Et enfin, lorsqu'il a fallu mettre en place des vaccinations ou travailler avec les écoles, ben, ce n'est pas les ARS et encore moins le ministère qui sont en capacité de le faire. Donc, les élus locaux ont été obligés de s'impliquer et se sont aperçus qu'ils avaient finalement beaucoup de moyens pour contribuer à une politique de santé. Encore une fois, tout ce qu'on vient de dire sur la Covid, c'est une politique de santé. Voilà, il y a de la promotion de la santé, faire en sorte que les habitants se vaccinent, donc en faire la promotion, ou restent chez eux, ou portent les objets de prévention, ou respectent les distanciations sociales. Tout ça, c'est de la promotion de la santé, c'est de la prévention, et c'est aussi éventuellement du soin lorsque on va porter des médicaments chez les gens, on contribue à la politique de soins. Et là, les seuls qui peuvent faire ça, les seuls, c'est pas l'État est incapable de faire ça. Chez nous, les ARS aussi, les associations, elles peuvent le faire, mais il faut leur donner des moyens et il faut coordonner. Les seuls qui peuvent mobiliser, coordonner, éventuellement financer, qui connaissent la population et qui savent sur quoi, quelles structures ils peuvent compter, les seuls, c'est les élus. Du coup, il y a eu, par exemple, un article dans la Gazette des communes, santé, les collectivités veulent reprendre la main, voilà, ça date de septembre 2020, donc il y a un an. Il y a eu beaucoup d'articles là-dessus sur finalement comment on territorialise, c'est le terme que j'utilise, comment on territorialise des politiques de santé qui, certes, dépendent de l'État, sont mises en œuvre par les ARS, mais la mise en œuvre concrète avec les habitants professionnels, c'est au niveau local et c'est évidemment spécifique. Donc ça, c'est incontestable et on ne reviendra pas en arrière. Cependant, la France, c'est un pays très voilà, très centralisé et les résistances sont évidemment fortes. J'en veux pour preuve le fait qu'on discute en ce moment au Parlement d'une loi qui s'appelle 3DS pour différenciation, décentralisation, déconcentration, simplification. Donc 3D et S, simplification. Bon. Dans cette loi, on aurait pu penser que différenciation, décentralisation, on allait pouvoir y mettre de la santé. Nous, élus Santé publique et territoire, et d'autres, nous nous sommes battus, nous sommes intervenus auprès des parlementaires et du gouvernement pour que, précisément, la santé devienne une compétence partagée entre l'État, via les ARS, et les collectivités locales. Bon, ouais. Échec, on n'y arrivera pas. La seule chose que les élus vont obtenir, c'est de pouvoir financer quelque chose, qui n'est absolument pas la question. La question, ce n'est pas une question de financement, c'est bien une question d'impulsion, d'organisation, de coordination de l'ensemble des actions de promotion de la santé, de prévention et de soins au niveau local. Alors, on y arrivera peut-être. Moi, je suis convaincu qu'on y arrivera. En tout cas, c'est une des convictions fortes d'élus santé publique et territoire. D'accord. Et cela avec des élus de gauche et des élus de droite. C'est ça. Cette pandémie, quand même, donne un nouveau rôle au territoire. Hein. Vous l'avez souligné, là, avec une série de nouveaux projets qu'on peut, et de nouveaux rôles aussi des élus sur ces territoires. Je voulais alors peut-être revenir à la charge de la santé dans la vie communale. Hein, c'est quoi le rôle d'un élu pour vous? Pour améliorer la santé sur un territoire, c'est quoi les interactions avec les autres élus, avec, etc., les habitants, les techniciens, etc., la population? Je l'ai rapidement évoqué. Habituellement, l'élu à la santé est un élu minoritaire. C'est-à-dire que, pour prendre mon exemple, moi j'étais élu socialiste dans un gouvernement, dans une municipalité dont le maire était communiste. Donc voilà, je fais habituellement un maire qui a relativement peu de place, enfin, il n'y a pas une place majeure dans l'exécutif. D'une part, et d'autre part, la santé n'étant pas une compétence réglementaire de la ville, les moyens sont en général limités. C'est très inégal, mais je parle en général. Et du coup, le rôle de l'élu à la santé, c'est plus un rôle d'éveilleur, d'animateur et de coordinateur. Il ne faut pas qu'il pense il ne faut surtout pas penser qu'on va investir des centaines de milliers d'euros pour telle ou telle action. Non, il faut faire modeste, mais il faut faire avec tous.
le rôle de l'élu à la santé, c'est encore une fois de convaincre chacun de ses collègues que finalement, il a un peu, il a une partie de la santé dans ses mains et que pour pas grand-chose, pour rien de plus, finalement, il peut faire mieux que d'autres. Et puis, c'est aussi de travailler avec tout le tissu local, les associations, encore une fois, les écoles, les clubs sportifs et les professionnels qui, on voit bien, nous, enfin, je peux prendre plein d'exemples. On a 3 centres municipaux de santé, donc des structures municipales avec des médecins, des infirmières, des radiologues, des spécialistes salariés de la ville. Jusqu'à ce que, enfin, jusqu'aux années 90, finalement, ils faisaient du soin. C'était des centres de soins. Et puis, progressivement, et en particulier avec les nouvelles générations de médecins, avec toute cette réflexion sur les déterminants de la santé, sur la promotion de la santé, sur de plus en plus de jeunes professionnels, dit jeunes, il y a aussi des vieux, moi je suis vieux, de jeunes professionnels se disent le soin c'est bien, mais finalement, si on ne s'intéresse pas à la manière dont les gens vivent, est-ce qu'ils vivent dans une tour où les ascenseurs sont en panne une semaine sur deux, ben, ça a un impact sur leur santé. Donc si on ne se pose pas ces questions, où ils vivent, comment ils vivent, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider leur accès aux soins d'une part, mais leur accès à la santé, c'est-à-dire la promotion de la santé, beaucoup d'élus, beaucoup de jeunes professionnels, en particulier des médecins, se disent qu'il y a là quelque chose d'extrêmement intéressant où on n'est plus simplement un producteur de soins individuels dans une relation duale avec un malade, mais on est pas comme on est un professionnel de santé avec une responsabilité populationnelle et on essaye d'agir non seulement pour guérir les maladies, mais on essaye d'agir sur finalement ce qui contribue à améliorer la santé. Et ça, c'est, me semble-t-il, une révolution depuis à peine 10 ans en France, qui progresse, qui fait que les élus, eux aussi, sont de plus en plus intéressés par ces questions-là. Quand, avec l'élu chargé du sport, on met en place une action, bah, il est content que son action d'élu du sport soit valorisée par la santé, qui est quand même toujours dans les 2 premières préoccupations de l'ensemble des habitants, quelle que soit l'époque, quelle que soit, voilà, quand on demande aux gens, la santé, elle est toujours dans les 3 premières en tout cas. Et donc, l'élu au sport, par exemple, si quand on met en place, alors on ne l'a pas fait à Nanterre, mais dans plein de villes, un dispositif d'activité physique adaptée sur prescription médicale, l'adjoint au sport, il est directement concerné et c'est aussi valorisant pour lui. On peut dire la même chose pour à peu près toutes les politiques et donc toutes les décisions municipales. Le rôle de l'élu à la santé, c'est de faire comprendre ça. C'est de faire comprendre que les déterminants de la santé, elles ne sont pas dans les mains des médecins, elles ne sont pas dans les mains de l'élu à la santé, elles ne sont pas dans les mains du ministre de la Santé, mais elles sont dans les mains de tous ceux qui décident quelque chose, qui agissent ici ou là. Et ça c'est véritablement ça notre rôle finalement, d'éveilleur à qu'est-ce que c'est la santé, qu'est-ce que sont les déterminants de la santé, comment ensemble on fait de la santé. Et on voit bien que ce n'est pas le médecin seul ou l'élu seul qui peut le faire. Ça, je trouve que c'est vraiment des idées qui progressent et qui me paraissent très, très riches. Donc ça marche, ça. De faire comprendre, c'est quoi les déterminants? Il faut être très convaincu. Il faut donner des exemples, vraiment. Et c'est aussi à ça que sert le regroupement d'élus. Moi, je ne sais pas ce qui se passe si je ne vais pas y voir, s'il n'y a pas quelqu'un qui m'apporte ces informations. Je ne peux pas savoir ce qui se passe à Nantes, à Marseille ou ailleurs. Et si on se réunit, qu'on en parle sur un thème quel qu'il soit, évidemment, on progresse ensemble. Une des choses sur lesquelles Élu Santé publique a beaucoup travaillé, parce que c'était une demande forte des élus locaux, c'est les contrôles santé mentale. Oui. Je n'ai pas bien entendu. Je dis, une des choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé, parce que c'est une préoccupation forte de la population, donc des élus, c'est les questions de santé mentale. Questions de santé mentale, lorsqu'il y en a une dans un quartier, dans une ville, ça envahit tout l'espace public. Ça perturbe le fonctionnement des structures, le fonctionnement des administrations, le fonctionnement du quartier, de l'immeuble. Donc, c'est une vraie préoccupation pour les élus, plus pour des questions de tranquillité publique, d'ordre public, que pour des questions de santé proprement dit. Mais on voit bien que c'est une question de santé qui, elle, autant tous les déterminants
agissent sur la santé, autant la santé agit en retour sur beaucoup de secteurs de la vie des gens. Et donc, les élus étant confrontés à ces difficultés-là, envahis par des préoccupations, depuis 20 ans, on a travaillé là-dessus et élaboré deux choses. D'une part, ce qu'on a appelé le pouvoir de convocation du maire. Lorsqu'il y a un problème dans un quartier, le seul qui peut mettre autour de la table tous les acteurs, du préfet à l'instituteur, aux travailleurs sociaux, aux associations éventuellement concernées, le seul qui a ce pouvoir de convocation pour résoudre ensemble une question sans se poser ni en grand chef, ni en shérif, voilà, mais simplement en pouvoir de convocation, c'est le maire. Et il a la légitimité de le faire. De cette idée-là, on peut effectivement dire, là, on a un souci, comment on fait ensemble? Et on a développé ce qu'on a avec le centre collaborateur de l'OMS pour la santé mentale qui est à Lille, donc tout près de chez vous, Jean-Luc Groëlan, on a développé les conseils locaux en santé, les conseils locaux en santé mentale qui associent le maire qui préside, c'est le seul qui est légitime, le responsable du secteur de psychiatrie, donc qui a une responsabilité populationnelle sur la santé mentale, de la prévention à la réhabilitation, qui est le professionnel, et les représentants des usagers, associatifs ou représentants des profs des usagers, donc les gens directement concernés. Et autour de ce trépied, il y a le logement, il y a la tranquillité publique, il y a le secteur social, il y a l'éducation nationale, tous les gens qui contribuent à un moment ou à un autre à faire ou pas de la santé mentale, à dépister des troubles et finalement à les orienter. Et donc les conseils en santé mentale, qui aujourd'hui sont inscrits dans la loi, qui se développent, il doit y en avoir plus de 300 actuellement en France, donc à l'échelle d'une ville ou d'une intercommunalité, bah, c'est un très bon exemple d'organisation locale, collaborative de l'ensemble des acteurs. Mais si le maire n'est pas moteur là-dedans, ça ne peut pas se faire. Donc, on voit parce qu'il ne suffit sans doute pas de mettre tout le monde autour de la table. Hein. J'imagine qu'il y a d'autres. Non, mais si on ne le fait pas, il ne se passe rien. Ça, c'est déjà un excellent début. Donc oui, il faut mettre les gens autour de la table, mais très vite, il faut mettre les gens autour de la table et il faut leur montrer très vite que finalement, ce tour de table a la capacité d'apporter des réponses à des questions insolubles pour eux. Reprenons la question de la santé mentale, question du logement pour les personnes sortant d'hôpital psychiatrique et en rupture sociale, rupture professionnelle. La question du logement, elle est majeure. Donc, soit on en fait des SDF, leur domicile fixe à résidence stable, très bien, avec les problèmes que ça va poser à la collectivité, à l'ensemble de la population, soit on travaille avec les bailleurs sociaux et on dit, là, on a un malade qui sort de l'hôpital, qui est rétabli, entre guillemets, ou du moins stabilisé, et ensemble, le maire, avec les services sociaux qui sont de sa responsabilité, les bailleurs sociaux qui dépendent quelquefois du maire, en tout cas l'office de logement social peut dépendre plus ou moins de la mairie, en tout cas il a la capacité, le psychiatre qui dit d'accord, j'assurerai le suivi. On voit bien que tous ces acteurs, s'ils sont autour de ce patient et qu'ils apportent chacun leur bout de solution, le logement, le travail social, un peu de ressources, l'accompagnement, la mise en place d'un groupe d'entraide mutuelle, ça aussi, si les maires ne s'appliquent pas, ça a du mal à se faire. Bref, si l'ensemble des acteurs, sous la responsabilité du maire, ne se disent pas, et à ce moment-là, le bailleur, il est rassuré parce qu'il sait qu'il va y avoir un suivi. Le psychiatre, il sait qu'il va pouvoir suivre son patient. Le maire et la collectivité sont contents parce qu'il n'y a pas de SDF sortant de l'hôpital psychiatrique. On voit bien que tout le monde y gagne. Et donc, montrer rapidement que ce type de travail, ça ne coûte pas plus cher. Bon, c'est des réunions, donc c'est du temps, donc d'accord, c'est du travail. Mais ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Il faut un coordinateur pour le conseil local en santé mentale, donc une personne, mais ça produit rapidement des effets bénéfiques pour tous. Plus pour chacun des acteurs, finalement, peut-être que pour l'usager lui-même. Et évidemment, l'objectif, c'est l'amélioration de la situation et de la vie de l'usager. Et donc de ses proches, et donc des gens qui habitent autour de lui, et donc, etc., etc. Et donc, on améliore le fonctionnement de la société. Vous aviez évoqué tout à l'heure la question des évaluations d'impact sur la santé.
Vous pourriez en dire, c'est quelque chose que vous… Alors, bon, c'est un truc qui est relativement nouveau, puisque la première véritable EIS, évaluation d'impact en santé en France, a eu lieu il y a peut-être 5 ans maintenant, sur un gros projet sur Plaine Saint-Denis, donc le nord de Paris, et encore une fois des quartiers de population fragile, où il y a 5 nouveaux outils de transport en commun qui s'implantent, métro, tram, etc. Et donc, l'idée de l'Agence régionale de santé Île-de-France et des élus locaux et des promoteurs, ça a été de se dire, ben, finalement, comment on fait pour que ces nouveaux équipements extrêmement lourds, c'est dans le cadre du projet de métro périphérique, là, qu'on appelle le Grand Paris. Enfin, bref, comment on fait pour se dire est-ce que ça va améliorer la santé de la population ou pas? Donc, il y a eu un travail qui est important. Donc, c'était la première, donc, un peu expérimentale, ou en particulier, je prends juste un petit exemple qui est micro par rapport à l'immensité de l'investissement que c'est. Bah, des groupes d'habitants, des groupes de femmes se sont posé la question, est-ce qu'on va aller plus facilement au marché ou pas plus, ou pas plus? Comment ça va faciliter concrètement notre vie d'accès aux services au marché, mais également aux services de santé? Comment on va finalement, grâce à ça, vivre dans un environnement où il y aura moins de voitures ou pas? Donc la question du bruit. Donc toutes ces questions-là ont été posées, évoquées en particulier par les habitants, mais pas seulement. Et les promoteurs du projet, dans une certaine mesure, en ont tenu compte. Alors, c'est dans une certaine mesure. Autre évaluation d'impact en santé qui a eu lieu à Nanterre sur, là aussi, un gros projet d'aménagement, mais qui a eu lieu trop tard, qui a montré finalement, puisqu'il avait eu lieu trop tard, que les décisions étaient quasiment prises, qu'un certain nombre de décisions qui avaient été prises sur les commerces en particulier, ne répondaient pas aux besoins de bien-être, de bien vivre de la population, et qu'il aurait probablement mieux valu faire autrement et donc faire une EIS en amont. Donc ça se développe avec des méthodologies qui sont plus ou moins lourdes, mais qui sont des méthodologies rigoureuses, toujours avec la participation des usagers présents et futurs. Quand on fait un nouveau quartier, on ne sait pas très bien qui va y venir, mais il faut aussi essayer d'anticiper quels seront leurs besoins et comment ce qu'on fabrique va ou pas leur permettre de vivre en bonne santé. Est-ce qu'ils vont accéder aux services de soins, mais aussi aux services d'activité? Quelle activité sportive est possible dans un nouveau quartier? Bref, tout ça, il faut se poser la question de façon, pas simplement, oui, on va mettre des pistes cyclables et tout ira bien. Non. Concrètement, est-ce que les habitants de ce nouveau quartier, pour prendre un exemple sur l'aménagement, mais on peut faire des EIS sur plein de choses, est-ce que les habitants de ce nouveau quartier vont finalement pouvoir se servir convenablement de ce qu'on met en place? Parce qu'on s'aperçoit souvent a posteriori qu'on a raté des trucs, quoi. On a raté des trucs, que ça ne répond pas, que les besoins étaient ailleurs, que la population n'est pas comme on avait prévu. Enfin, et donc, il faut vraiment se poser cette question. Aujourd'hui, avec en particulier l'école des hautes études en santé publique de Rennes, il y a une véritable réflexion et une multiplication des EIS, encore une fois, grandes ou petites, mais aménager les commerces ou réfléchir sur les commerces de bouffe dans une ville, bah, évidemment, ça va avoir un impact sur la santé. Vous mettez un McDo, ça veut dire quelque chose. Vous mettez un Biocop, ça veut dire autre chose. Et les habitants, ils consomment ce qu'ils ont en face de chez eux. Ils ne vont pas faire 3 km pour aller à la Biocop. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Et si on ne se pose pas la question, bah, évidemment, McDo a plus de chances de gagner que Biocop. Très caricatural ce que je dis, mais n'empêche que… Et ça permet de revenir vraiment à quelque chose qui, aujourd'hui, est assez fondamental, c'est la question de la santé environnementale. Les questions environnementales préoccupent légitimement les habitants,
pour le bien ou pour le, enfin plus ou moins bien, mais en tout cas préoccupe les habitants, et coupler ça à la santé, ou plutôt s'appuyer sur ces préoccupations environnementales pour faire une politique de santé environnementale, c'est un très très bon levier. Là encore, on mobilise les habitants. Donc, si on mobilise les habitants, on mobilise le maire, les futurs élus, parce qu'ils vont vouloir être élus. Enfin bon, pour être élu, il faut qu'on ait des électeurs. Et pour qu'on ait des électeurs, il faut qu'ils soient contents et donc qu'on réponde à leurs préoccupations. Mais ne pas se contenter de l'environnement, c'est-à-dire de verdir les façades, pour caricaturer, mais bien faire une politique santé environnementale, ça a du sens. Et on voit bien, là encore, que tous les leviers sont entre les mains des maires, ou presque. Pas tous les financements, mais tous les leviers. Je vous remercie. Je passe maintenant à l'une ou l'autre question qui sont apparues sur le chat. Alors, je commence par la première. Avez-vous pu mesurer les effets des inégalités sociales en santé depuis le lancement de ces dispositifs? Par quels indicateurs? Et quel est l'outil, selon vous, qui a eu le plus d'impact? C'est une question énorme. Oui, on peut mettre en évidence des réductions d'inégalités de santé par les politiques qu'on mène. J'ai évoqué tout à l'heure la question de la question bucco-dentaire, hein, qui a l'avantage d'être extrêmement simple, avec un indicateur reproductible, facilement à mettre en place. Incontestablement, quand on mène des politiques et qu'on mène des politiques différenciées en fonction des écoles, puisqu'en l'occurrence, c'était quasiment école par école, on observe l'amélioration globale et la réduction des inégalités. Voilà un exemple. Sur dépistage du cancer du sein, qui est aussi un sujet sur lequel on a travaillé de façon très fine avec des géographes de la santé. Donc là encore, l'intérêt de Santé publique et territoire, c'est d'avoir suffisamment de réflexion, suffisamment de se poser pour pouvoir travailler avec des universitaires. On a beaucoup travaillé avec les géographes de la santé qui montrent à l'échelle très fine, on appelle nous l'îlot le plus fin, qui est en gros 2000 habitants, qui peut montrer à l'échelon très fin de l'îlot les différences de santé, de consommation, de besoins de soins entre les différentes populations. Et on montre qu'effectivement, lorsqu'on met en place des actions de promotion de la santé, des actions de promotion du dépistage du cancer du sein, année après année, on peut arriver à améliorer les choses. Alors après ça, évidemment, la santé étant tellement multifactorielle que voilà, aucune politique locale de santé ne peut anticiper une pandémie, ne peut résoudre les questions de chômage, ne peut faire en sorte que tout le monde soit riche, bien portant, et riche, heureux et bien portant. Bon, on n'a pas cette ambition-là. Mais encore une fois, action par action, on peut montrer, et il faut le faire, hein, il faut évaluer ces actions, on peut montrer quand je reprends la question de la santé mentale. Dans une ville où le CLM et le CLSM fonctionnent, on a un meilleur accès aux soins, on a un meilleur suivi post-soins, on a une meilleure réhabilitation psychosociale. La lutte contre la discrimination fait partie de la santé, en particulier pour les personnes handicapées, mais également pour les personnes qui souffrent de troubles psychiques. On a, disons, une place plus respectueuse des patients et donc on améliore leur santé et donc on réduit les inégalités. Après ça, c'est action par action qu'on peut effectivement. Je vais passer à la question numéro 2. Je vous la lis. Les effets des mesures dans les politiques logement, alimentation, espaces verts ne sont perspectives que sur le long terme, c'est-à-dire après 5-10 ans. Mais comment maintenir le cap sur le long terme alors que le temps des politiques est un temps court, voire très court? Alors, moi, je suis un contre-exemple puisque j'ai été élu pendant 30 ans, 31 ans, mais ce n'est pas forcément une bonne, c'est pas forcément un bon exemple, ce n'est pas reproductible. Il y a des choses qui vont beaucoup plus vite qui vont beaucoup plus vite que ça. Les deux exemples que je vais donner, bucco-dentaire, dépistage des cancers ou santé mentale, c'est appréciable quasiment après année après année. On l'a montré, hein, on a sur ces différents éléments, quand on a un indicateur simple,
on peut montrer que ça change, on peut montrer que l'accès aux soins s'améliore. Et puis, si une politique marche, il n'y a pas de raison pour que les successeurs l'abandonnent. C'est ça. Ce n'est pas si simple, mais d'une part, je l'ai dit, à Élu Santé publique et territoire, moi j'étais au PS, le nouvel élu n'est pas du tout au PS, il est centre droit. Le vice-président doit être. Voilà, il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite. C'est pas ça. Le clivage, il n'est pas là. Le clivage, il est qu'on a compris que les politiques municipales, globalement, impactaient la santé et donc qu'on avait une responsabilité et une capacité d'agir, ou est-ce qu'on ne l'a pas encore compris, ou est-ce qu'on a d'autres préoccupations. Mais si on s'intéresse au bien-être de la population, la municipalité suivante, elle va poursuivre, alors plus ou moins, avec plus ou moins d'enthousiasme. Mais et si on a pris soin que la population, directement, ou les associations soient partie prenante de ces politiques, c'est difficile d'arrêter. C'est ça. J'ai encore une petite question sur les œillets. Alors, comment éviter que les œillets soient autre chose qu'un emballage pour des politiques à la santé, ce qui n'est pas l'objectif premier? Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Là, encore, alors, je suis peut-être, on va dire que mon discours est plus optimiste que la réalité. Mais moi, j'ai été frappé dans la première EIS. J'ai participé à la restitution officielle où il y avait tout le monde, le préfet, le directeur de l'ARS, les élus locaux, tatati, tatata. Une association de femmes d'origine maghrébine et africaine est venue dire ce que ça leur avait, ce qu'elles avaient dit, ce qu'elles avaient apporté, ce que ça leur avait apporté. Et là-dedans, il y a au moins deux éléments extrêmement importants. Le premier, c'est que des femmes, je ne dirais pas illettrées, mais en tout cas extrêmement modestes, se sont saisies de la question de leur santé, de la question de la santé de leurs enfants, et ont compris qu'elles avaient quelque chose à dire, qu'elles étaient actrices de cette affaire-là. Donc, on est dans ce qu'on n'aime pas appeler en France de la santé communautaire, mais quand les habitants se saisissent de cette question, c'est difficile après ça de leur dire « circuler, il n'y a rien à voir ». Donc ça, c'est le premier élément, la mobilisation d'habitants habituellement éloignés de ces questions-là, habituellement éloignés de la prise de parole publique, voire politique, se saisissent des questions qui les préoccupent. Et puis la deuxième chose, c'est qu'elles disent des choses que l'élu, le promoteur, l'architecte, la RATP ne savent pas. Donc elles disent des choses. On les écoute, on ne les écoute pas. Oui, ça peut servir d'emballage, de cache-sexe, de tout ce que vous voulez, mais n'empêche que on a, encore une fois, dans une EIS, pour moi, c'est aussi fondamental que dans un atelier santé-ville. Si on n'arrive pas à faire participer un certain nombre d'habitants, on peut décider tout seul. Hein. On peut d'ailleurs bien décider tout seul, ce n'est pas la question. Mais en tout cas, sur la pérennité, moi, je crois que c'est un élément auquel je crois, enfin, qui me paraît à la fois indispensable, efficace et démocratique. Encore une fois, on ne fait pas de politique de santé sans démocratie. Hein. C'est important de le rappeler. Hein. J'insiste, on le voit bien à propos de la pandémie. Oui. Si les gens n'adhèrent pas aux politiques et aux zigzags politiques des décisions politiques, ça ne marche pas. Et on est dans une bazar. Voilà. J'ai une dernière petite question avant de clore déjà cet entretien. C'est rapide, hein, mais vraiment intéressant. Merci. Faut-il revendiquer, selon vous, des compétences de santé plus formelles et plus élargies, plus reconnues au niveau comme ça des territoires? J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. J'ai évoqué tout à l'heure chez nous la loi 3DS. Voilà, je suis convaincu que l'État ou l'ARS, le pouvoir central, ne sait pas, ne peut pas, n'a pas la capacité, n'a pas la légitimité pour mobiliser les acteurs et les habitants autour des questions de santé. Or, on ne fait pas une politique de santé. Alors, nous, on dit à Ségur, c'est l'avenue de Ségur, là où il y a le ministère. On ne met pas en place une politique de santé
du haut du ministère. Ce n'est pas vrai. La politique de santé, elle se fabrique, encore une fois, au jour le jour, avec les habitants, avec les acteurs, avec les écoles, avec les animateurs de clubs sportifs, voilà, avec les habitants. Une politique de santé, ça ne peut qu'être ça. Et a fortiori, si on parle santé-environnement, on voit bien que les citoyens eux-mêmes sont acteurs de leur environnement. Pas que, hein, ils sont plus souvent victimes qu'acteurs, mais en tout cas, ils sont acteurs de leur environnement. Et si on ne leur permet pas de participer, ben, ils n'adhéreront pas. Et donc, ben, on aura des refus de vaccination, par exemple. Enfin, je fais des raccourcis un peu rapides, mais quand même. Ça permet de comprendre le propos aussi parfois, hein. Je vous remercie. On va en rester là, parce qu'on est déjà au bout du temps qui nous est imparti. Merci beaucoup pour votre enthousiasme, et c'est très convaincant, très éclairant aussi. Merci aussi à vous tous qui nous suivez. Et je vous donne déjà rendez-vous aussi le 14 décembre prochain pour une séance qui nous permet de rencontrer Marc Schoen. Vous le connaissez d'ailleurs, hein, monsieur, qui est aussi médecin, fondateur et président honoraire de l'Institut Renaudot, à propos de son ouvrage Histoire de santé, 30 ans à Saint-Denis. Je pense que ça pourra être fort. Il va probablement raconter un peu la même chose, mais vu de la place du fonctionnaire territorial, alors que moi, je le suis de la place de son maire adjoint, de ce qui a été. Et on a beaucoup travaillé conjointement. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci à vous et bon courage. À bientôt. Je suis à votre disposition si vous voulez. Oui. Au revoir. Au revoir.